Christophe Bonneton. Bonjour à toutes et à tous. Sur ce sujet des retraites, du régime particulier, je pense qu'il est indispensable que nous avancions sur ce sujet. On est tous d'accord autour de la table. Il y a plusieurs problématiques. Il y a le volet réglementaire obligatoire, sur lequel nous devons une clarté à tout le monde pour expliquer comment ça fonctionne. Et ça, Président, je vous fais confiance pour nous amener les éléments le plus rapidement possible pour que ce soit très clair. Mais on pourrait peut-être imaginer changer les choses. Et là, je me tourne vers Nicolas. Le problème ne concerne pas Lyon. Le problème concerne un grand nombre de départements. Ceux qui peuvent régler le problème, ce sont les parlementaires de la majorité actuelle, qui peuvent modifier les règles et nous permettre ainsi d'avancer enfin correctement. Et donc, à ce moment-là, eh bien, essayer de nous aider sur le sujet en faisant remonter l'information plus haut pour que ça nous aide à réformer le système. Je ne suis pas parlementaire, j'ai bien essayé, comme tu le sais, mais je n'ai pas parlementaire. Je pense que tu connais quelques parlementaires de la majorité. Pour l'heure des débats, c'est vrai qu'elle commence à répondre, ouais. Et puis ensuite, bon, alors François Boucher. Oui, Président. Merci. Notre débat d'orientation budgétaire de ce début de mandature du Conseil départemental qui nous est proposé est compliqué, je dirais même le plus compliqué depuis que je siège dans cet hémicycle. En particulier après les élections qui viennent de se tenir, mais aussi et surtout parce qu'il a été élaboré dans un contexte contraint. En effet, la baisse des dotations décidées par l'État affecte bien entendu le bloc communal, les structures intercommunales et frontalement le conseil départemental. Frontalement parce que l'État décide des augmentations du RSA, de la PCH, tout ça à l'Assemblée nationale, des charges relatives aux mineurs à titre isolé. Ça, c'est directement les juges qui nous les envoient et qui nous obligent de nous en occuper sur des sommes qui sont importantes. Et tout ça sans aucune revalorisation des compensations qu'il attribue à notre collectivité, qui ne sont plus ou moins affichées depuis le transfert du RMI et des autres charges transférées depuis de nombreuses années. Cette situation va se poursuivre et s'amplifier dans les années à venir, sans faire de grandes politiques. Vous voyez très bien que les couleurs des départements ont changé. Non, bah, si j'étais exécutif, je mettrais une pression très dure sur les départements, ce qui permettra à l'État, par ses choix politiques, souhaite nous forcer, nous, à augmenter les impôts des Iconais et aussi supporter à sa place, Président, la popularité. C'est celui qui augmente les impôts qui sera populaire. Mais celui qui nous force à le faire devrait être populaire. Je m'interroge là-dessus. Nous laissons le seul supporter les conséquences de leurs décisions parisiennes. Je considère pour ma part, comme d'autres élus d'ailleurs dans cet hémicycle, qu'il ne faut pas utiliser le levier fiscal. L'effet de ciseau, effectivement, doit être combattu, mais je pense par une autre organisation. Les collectivités l'ont fait, savent le faire. Nous pouvons équilibrer nos dépenses par rapport aux recettes attendues. C'est compliqué. Oui, il n'y a pas toi qui l'a fait, je te rassure, tu n'es pas la peine de lever les deux mains. D'autres responsables. Je ne dis pas que je suis opposé à moi. Je ne dis pas que je suis opposé, je dis simplement qu'il y a d'autres solutions. J'ai aussi des manières de le faire. Travaillons avant tout sur avec notre nouvelle équipe sur une nouvelle organisation, et si et seulement si nous n'arrivons pas, alors 2016 verra, et puis nous aurons dit, nous avons fait la lecture de l'ensemble des possibilités, et à ce moment-là, nous saurons nous adapter. Parce que là, l'exercice est relativement court. Élu hier, pas de rentrer vraiment des discussions, des débats, mais pas vraiment rentrer au chapitre, et les services nous apportent des budgets, et nous disent maintenant, il faut arriver, l'équilibre va augmenter les impôts. Je regrette, je ne suis pas du tout là-dessus d'accord sur ce choix. Les impôts locaux sont déjà suffisamment importants, d'autant plus que les Iconais subissent déjà un matraquage fiscal important. J'en ai parlé sur les retraites, sur tout ce qu'il y a. Et là, les donneurs de leçons, mon cher Nicolas, je ne vois pas comment le matraquage fiscal qui est décidé par ta majorité présidentielle nous aide, nous,
dans le département à passer l'écueil de l'augmentation. On va pas commencer comme ça. Comme tous les Français connaissent déjà depuis 2012, une situation nationale qui va, semble-t-il, malheureusement continuer. C'est quand j'entends que le 1%, que nous sommes en train de remonter un petit peu, les licenciements continuent, vont arriver. Parce que sur la fameuse loi Macron qui est arrivée, qui va permettre à certaines entreprises d'investir, investissement de machines, égale quoi? Suppression d'emplois. Nous devons donc refuser de participer au plan État-région qui nous a été imposé, non discuté dans cette assemblée. Tu as rappelé tout à l'heure, il y a dans les chiffres, ce fameux électrification de la ligne Auxerre-La Roche-Migène. Le maire de Migène que je suis n'a jamais été consulté. Quand j'ai interpellé M. le préfet, il m'a dit sèchement, c'est décidé, c'est fait, ça se fera. Je regrette, 3,2 millions d'euros qu'il nous faudra, les collègues, voter pour aller au secours de l'État ou d'une communauté d'agglo, ce n'est pas notre compétence. La loi qui est en train de se discuter est en train d'être fixée, la nôtre est en train de travailler sur le fond. On parlait tout à l'heure, j'ai entendu transport scolaire. Transport scolaire doit être bien la région. Donc je vous donne certaines clés. Pourquoi la région ne donne pas la partie des lycées? C'est encore le département de Lyon qui le finance. Et d'ailleurs, c'est pas été trop, parce que c'était le cheval de bataille de certaines couleurs politiques, ça n'a pas été trop suivi par les Iconais. Nous voyons bien le résultat dans cet hémicycle. Je vois aussi qu'il faudra travailler sur les zones amies. Les zones amies, c'est la communauté d'agglo qui se verra fibrée gratuitement, alors que toutes les autopécies, tous les autres territoires ruraux et moyennement se verront être contraints à alimenter au niveau du département la partie du très haut débit. Est-ce bien normal que nous continuions aussi à soutenir les projets de ville de ces petites communes qui sont déjà dans des territoires qui sont déjà hyper aidés, où la richesse se crée, où tout se concentre au niveau départemental? Moi je m'interroge, c'est là qu'on peut, le président, avoir des clés pour nous permettre de faire des économies sur le budget. Pourquoi aider? Pourquoi le CUX qui est mort, qui était un guichet ouvert, maintenant le projet de ville n'est pas discuté? Nous sommes dans une transition. Je rappellerai à mes collègues que quand l'État décide de bouger les règles du FSE, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des transitions. Eh bien, faisons une transition, prenons le temps, n'augmentons pas, et disons au service de l'État, nous verrons en 2016, quand l'exécutif aura réellement pris la mesure de ses possibilités, eh bien, nous irons vers vous et nous y travaillons. Nous devons donc, à mon sens, aussi redéployer nos fonctionnaires pour le contrôle de nos prestations. Il faut à tout prix les contrôler. Ça fait 10 ans que je m'occupe du RSA sur le département de Lyon. Nous voyons bien un petit peu le grand écart de ce qui est aussi discuté à Paris. La loi nous impose. Eh bien, si elle nous impose, il y a des droits, il y a des devoirs. Et pour que les devoirs soient respectés, il va bien falloir une bonne fois pour toutes que le fonctionnaire qui soit hyper compétent soit redéployé sur des tâches qui nous permettent d'économiser. Parce que sinon, mettons simplement un ordinateur, mettons des numéros, et vous servez du RSA. Je vous le dis, ça fait 10 ans que je le travaille, 10 ans je le dis. C'est une obligation, monsieur le conseiller général. Maintenant, on va nous dire, ceux qui auront la charge, c'est une obligation, madame, ou monsieur, le conseiller ou la conseillère départementale. Alors, si c'est une obligation, demandons à l'État de nous donner, et est-ce bien normal que nous, Iconais, nous financions quand les gens sont en fin de droit des acédiques? Est-ce bien normal, est-ce bien moral? Non. Il y a une association, sans revenir dessus, qui est discutée paritairement et qui permet de faire. Donc c'est plus, ça tombe, et c'est encore les élus du département qui doivent passer sur ces augmentations d'impôts qui, pour moi, ne sont pas normales. Nous devons faire donc des économies dans notre base salariale. Oui, parce que pour vous dire un petit peu, je suis élu depuis quelques années. Quand j'ai commencé jeune conseiller général, je suis né, président, nous étions combien à votre avis? 700. Nous sommes presque 2000 salariés. C'est vrai que la décentralisation a fait, mais je pense qu'il y a là-dessus aussi des analyses et des possibilités au niveau des postes d'y travailler autrement. Et cette économie nous permettra de dégager des marges d'autofinancement pour nos investissements et nos grosses interventions. Par exemple, toi les 3 millions d'euros, je te donne une solution, mettons-les sur les ponts de Pont-sur-Yonne, de Saisie, au lieu d'aider à financer l'électrification qui ne sert à rien.
qui est, à mon sens, discutant avec l'ingénieur SNCF, parce que je suis bien placé dans ma belle commune, créons plutôt un 2 fois 2 voies, un sens montant et descendant qui mettrait du feu au sein pour développer l'Auxerrois. D'ailleurs, j'en ai parlé au PETR, parce que quand on parle de créer une commission, il y a le PETR et Migène. Contrairement à Joigny, Migène fait partie du PETR du Grand Auxerrois, sur les 8 grandes communautés de communes dessus. Donc, nous voyons bien l'intérêt qu'il y a, mais pas aller sur un choix politique et sur un choix qui a été décidé dans un autre lieu et qui nous est régulièrement imposé. Et je pense que tout cela doit se faire sans augmenter notre pression fiscale. Sinon, nous n'avons pas compris, et c'est là que j'insiste, Jean-François, sur le vote, expression des icônes. Et surtout, nous avons fait, un bon nombre d'entre nous, cette campagne en indiquant que ce qui nous différenciait de la majorité nationale qui vient de subir son gros électoral, c'était surtout de savoir gérer, ne pas toucher à la fiscalité. Alors, Président, pour moi, il n'est pas question que je sois favorable à la vision actuelle des propositions d'augmenter. Le reste, je les partage. Je n'ai pas de souci sur le reste de nos actions politiques. Je travaille depuis de nombreuses années avec toi. Simplement, il nous faut proposer autre chose pour ne pas avoir à augmenter le levier fiscal. Voilà, Président, mes chers collègues, ce que je souhaitais apporter dans ce débat d'orientation budgétaire. Merci. Voilà une intervention qui va compter, qui va peser lourd. François Boucher, secrétaire général de l'UMP le recours à l'emprunt. Et je crois d'ailleurs, savoir que cette solution technique a votre faveur. Là, c'est ce qui ressort, pas de vous-même, mais de quelqu'un qui dit que pour équilibrer le budget cette année, il faut plus d'emprunt. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre parce que j'ai indiqué tout à l'heure que l'emprunt, sa masse avait été multipliée par 2 entre 2008 et 2013, et que la charge de l'emprunt, et avant de vous dire ça, vous dire que le recours à l'emprunt, c'est les impôts de demain. Et que la charge de l'emprunt, aujourd'hui, sur le budget 2014, compte administratif présenté par Marie-Laure Capitain, et le budget définitif 2015, c'est en matière d'amortissement, c'est 16 millions d'euros environ, hein, et 6 millions en frais financiers sur le compte, sur la section fonctionnement. Donc ça veut dire que, avant même, lorsqu'on a dégagé la marge d'autofinancement et qu'on a attribué la partie de la marge d'autofinancement, c'est le premier exercice qu'on fait, hein, avant de passer à la section d'investissement, avant même de doter la section d'investissement des éléments de ressources nécessaires pour lui assurer son équilibre, eh bien on rembourse, on amortit les emprunts. Vous voyez, on la bouffe déjà, on la bouffe avec 16 millions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui préconisent de poursuivre sur l'augmentation de la masse d'emprunt, on est dans l'irresponsabilité absolue. C'est-à-dire que ce sont des lendemains douloureux qui nous attendent. Donc moi je préfère évacuer cette possibilité-là. Hein, sur le recours à la fiscalité, sans vous avoir dit aujourd'hui que j'avais en me levant le matin et en me rasant, j'avais une affection particulière pour la fiscalité. Je me dis que le gouvernement, plus il diminuera les dotations, plus les collectivités vont équilibrer leur budget. C'est extraordinaire. Quel message on renvoie à l'échelle nationale? En tout cas, il y en a un, c'est celui qui consiste à dire, bah, regardez donc, on leur serre la ceinture, ils équilibrent. On va serrer d'un cran. Est-ce qu'ils font pour l'année prochaine? Parce qu'on va passer de 15 à 20% l'augmentation de la baisse de la dotation. Bien, on va aussi équilibrer l'année prochaine. C'est-à-dire que plus ça ira, plus on donnera au gouvernement et à l'opinion publique, non pas l'impression, mais la certitude, qu'il y avait du gras sur les collectivités et qu'on est en capacité d'équilibrer le budget sans recourir à des paramètres d'équilibre comme l'emprunt, l'impôt ou la baisse des dépenses. La baisse des dépenses, moi j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand même de manière littéraire, mais on va entrer dans le détail aujourd'hui et puis en tout cas dans la perspective du vote du budget. J'ai pas attendu les mesures impopulaires pour serrer les boulons, pour fermer un service dont l'imputation du déficit au budget général s'établissait depuis des années, entre 700 et 800 000 euros, 1,5 point de fiscalité, c'est l'idéal. Alors, jamais tout le monde le disait, mais jamais personne ne le faisait. On est tombé dans le secteur concurrentiel avec notre structure départementale, c'est-à-dire que les labos privés, Eurofin, Carso et compagnie, font aussi bien à moins cher et qu'on était obligé sur les analyses d'eau de faire des rabais sur remise sur ristourne pour pouvoir offrir à nos clients, c'est-à-dire en particulier les communes, mais pas seulement,
des prix qui soient compétitifs avec le secteur privé. Il fallait mettre un terme à ça, nous l'avons fait. Alors, moi je veux bien ensuite qu'on nous dise qu'il y a trop de personnel dans le département. Sauf que, on l'a dit, nous avons, à travers les différentes vagues d'intégration, de missions nouvelles, intégré des personnels par centaines. Hein, ça a été les routes, par exemple. On a failli les perdre. On n'a pas parlé de la loi d'autres. On débat finalement dans un contexte où on ne sait pas bien d'ailleurs si les parlementaires, députés et sénateurs vont maintenir le dispositif que nous connaissons bien. Le texte du gouvernement a été complètement dévoyé par le Sénat, il est parti à l'Assemblée nationale, et finalement il n'a rien changé. Il n'a rien changé, qu'est-ce qui va en ressortir? In fine, on sait, est-ce que les routes vont rester au département? Moi je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Même si on entend, ça et là, effectivement, que ça pourrait être le statu quo. Mais si demain, 300 personnes doivent rejoindre la région parce que les routes vont échoir à la région, ben voilà, il y aura 300 personnes en moins dans le département. Il y aura bien adaptation des budgets, mais on est là sur des vagues qui nous demandent tout simplement de mettre en œuvre les politiques qui nous sont dévolues par les textes. Hein, donc sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on est passé de 700 à 1900, y compris les aides familiales, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a une base de personnel. Le seul moyen de comprimer les frais personnels, il y en a 50, hein. C'est pas de s'attaquer au statut de la fonction publique territoriale, c'est impossible. C'est de ne pas remplacer tous les postes. C'est le seul moyen, et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 4 ans. Mais il y a des limites à l'exercice. Moi, je vous proposerai d'ailleurs des suppressions de postes dans quelques temps. Alors, personne ne sera pour. Ah non, pas lui, pas elle. Ben voilà, il faudra bien à un moment donné prendre des décisions. Si on veut aller chercher, avec les dents, effectivement, les mesures d'économie nécessaires qui nous permettront, à travers la baisse des dépenses, et intervenir lorsqu'il y a 3 francs 6 sous au budget et discuter pendant 2 heures sur un sujet qui ne va pas être productif en matière de gains financiers, ça ne sert à rien. Le budget personnel, c'est 60 millions d'euros au département. C'est sans doute sur des masses comme celle-là, avec toute la difficulté qu'il y a à faire que je viens d'évoquer. Voilà quelques éléments, et puis je veux vous dire aussi, pour votre information, je trouve qu'il fait chaud ici, mais on vient de me dire que le système informatique est en panne, donc si vous voulez enlever vos vestes, messieurs, vous le faites. Moi, je ne suis pas autorisé à le faire, c'est le règlement qui m'en empêche. Mais je paye. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un point qui s'est déroulé en 2013. 2013, le département était dans une situation qui n'était pas très différente de celle d'aujourd'hui. Elle était moins pire. Sauf qu'on a demandé avec succès au gouvernement une dotation exceptionnelle pour pouvoir équilibrer le budget. C'était ça, augmenter les impôts. En 2013, d'accord? Et nous avons obtenu, au miracle, et nous en avons fait la demande aujourd'hui dans le cadre du budget 2015, mais je crois moins au miracle, et j'invoque Marie-Madeleine tous les jours en quittant la colline éternelle, mais j'y crois moins pour cette année, parce que 2013 avait été doté spécialement de 2 567 335. Voilà, ce qui nous avait permis en 2013 d'équilibrer le budget. Mais au prix de contrepartie saignante. Je vais vous en donner la liste, hein, sans entrer trop dans le détail. Établir, il y a 7 ou 8 points. Hein. Oh non, il y en a 12. Mais je vais tous vous les dire. Et je vous donnerai communication de cette pièce parce qu'elle est fondamentale et elle nous met dans le débat budgétaire de 2015. D'abord, établir une prospective financière sur les exercices 2014-2015 qui tiennent compte des orientations, qui sont celles qui sont déclinées ensuite, mais qui comportent notamment la prise en compte d'une évolution des dépenses de fonctionnement qui ne pourra être supérieure en 2013-2015 à 1,7% au compte administratif 2013. Les dépenses sociales et les dépenses liées au transport scolaire, au-delà d'une évolution hors taxe supérieure à 2%, ne seront pas prises en compte dans le taux d'évolution des dépenses de fonctionnement fixé à 1,7. C'était le taux de progression des dépenses publiques. Voilà, premier point. Deuxième point, ne pas utiliser la dotation exceptionnelle sur l'exercice 2013 pour des dépenses nouvelles. C'était des engagements très, très sérieux et formels. Hein. Troisième point, poursuivre la maîtrise de la masse salariale. C'est le sujet de l'intervention de François Boucher. En 2013, 2014 et 2015, à un niveau qui ne soit pas supérieur au GVT, glissement, vieillesse, technicité, pardonnez pour les acronymes, constater l'année N-1 de la mise en œuvre de cette convention, c'est-à-dire en 2012, et aux revalorisations réglementaires catégorielles, on est là dans la gestion de la fonction publique territoriale. Je ne vais pas plus dans le détail. Quatrièmement, s'engager dans une démarche de revue des politiques publiques visant à réviser les règles de gestion de chaque dispositif
de façon à en diminuer les coûts. Cinquièmement, réexaminer les interventions facultatives. Ah, c'est un sujet difficile. Je peux vous dire que quand on va discuter d'un certain nombre de points, dont je vais vous dire quelles sont les déclinaisons, alors là, il n'y a plus personne. Visant donc à réexaminer les interventions facultatives du département, notamment dans les domaines culturels, sportifs et médico-sociaux. C'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de nos compétences, eh bien, de tailler à l'âge dedans. Sixièmement, réexaminer l'organisation des structures associatives dont le budget est majoritairement dépendant des ressources issues du Conseil général, c'était le Conseil général, dans l'objectif de générer des économies de structure et d'échelle. Septièmement, stabiliser l'encours de la dette. Moi, chaque fois que je me lève le matin, je me regarde dans la glace, tu n'augmentes pas la dette, tu n'augmentes pas la dette, tu n'augmentes pas la dette. Ça me le dit tous les jours. C'est comme ça. Et nous ne l'augmentons pas. Les emprunts nouveaux de 2014, c'est dans vos documents, regardez, c'est un peu plus de 16 millions. Le remboursement, l'amortissement, il est un peu supérieur à 7 millions. Donc on est bien dans le maintien du flux. Huitièmement, encadrer le fonds de roulement des opérateurs financés, notamment au titre de la dotation des collèges, par une limitation à 3 mois maximum du fonds de roulement, hors stock, etc. Neuvièmement, réduire de manière significative le déficit du budget du laboratoire départemental. L'objectif retenu en 2015 était de 30%. On n'est pas allé plus loin. Parce que ça, c'était de la mauvaise conscience, c'était de la mauvaise foi de la part de M. le préfet, pour lequel j'ai plus grand respect, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous demander en 9e point de réduire sur l'exercice en question, c'est-à-dire 2015, de 30%, le laboratoire, c'était mission impossible. Qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport aux métiers, aux deux métiers que continuait de faire le labo, c'est-à-dire l'analyse d'eau au propre usé et santé animale. Il fallait tailler dans le vif, et c'était tout pour rien. Donc voilà une mesure en tout cas pour laquelle on avait de toute façon, a priori, pris la décision de fermer notre unité. Mais c'est les services de l'État qui nous le demandaient quand même. Je veux vous rendre attentif et témoin de cela. 10e point, renforcer le contrôle des établissements sociaux en lien avec l'Agence régionale de santé dans le but de maîtriser les dépenses et de prévenir les déficits. Les subventions d'investissement nouvelles seront suspendues, hors situation exceptionnelle liée en particulier à la sécurité des établissements. Nous l'avons mis en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit ou que l'on reconstruit une maison de retraite, on en a des exemples très précis dans le département n'affecte plus de subventions d'investissement, sauf pour les questions qui relèvent de la sécurité. Voilà. Mais c'est un sujet, bien sûr, ça, les chefs d'établissement, les présidents d'établissement, les maires, qui sont parfois, souvent, présidents d'établissement, vous-même, conseillers départementaux, qui allez représenter l'institution départementale dans ces établissements, vous allez voir que s'il y a des questions d'investissement qui se profilent, vous serez porteur de ce message qui consiste à dire qu'il n'y a pas de possibilité de subvention d'investissement. C'est ça le sujet, c'est un engagement. 11e point, élaborer un schéma directeur des implantations immobilières visant à rationaliser les surfaces de bureaux et en diminuer les coûts. Cette entreprise, c'est une mission qui est confiée à Claude Bernard, qui essaie de rationaliser les implantations immobilières, de vendre ce qu'on a entrepris d'ailleurs de faire déjà, les gendarmeries de Pléno, Saint-Césaire, etc. Les liens immobiliers que nous avons avec l'État, où nous nous désengageons, nous mettons en vente à Auxerre, il y a un site qui est en vente, on dit que ça vaut rien à Auxerre. Mais c'est sans doute la construction qui vaut rien, mais pas les mètres carrés. Ça dépend de ce place. Mais voilà, donc c'est des sujets pour lesquels nous allons en tout cas rationaliser nos implantations immobilières. Et puis enfin, dresser un bilan annuel des risques en matière de garantie d'emprunt, ce qui a fait droit d'ailleurs à une question de Pascal Henriot la dernière fois sur les risques bancaires. De ce point de vue-là, je vous avais répondu qu'il n'y avait pas de difficulté, tout était bien clair et que le pacte, comment ça s'appelle, la charte Gisler a été respectée avant même qu'elle apparaisse. Je confirme tes propos. Merci. Voilà, c'était 12 points pour lesquels nous nous étions engagés au terme de cette convention avec le représentant de l'État dans le département pour bénéficier d'une subvention exceptionnelle de 2,5 millions qui concourrait à l'équilibre budgétaire. Vous voyez dans quelles conditions nous avons, en 2013, en 2014 et probablement en 2015, nous abordons le bouclage de l'exercice budgétaire. Donc je veux remercier François Boucher pour sa question parce que sinon j'aurais omis
j'aurais omis d'intervenir sur des questions très techniques, sans doute, mais vous voyez quand même que nous n'avons pas attendu l'exercice budgétaire 2015 pour nous engager de manière extrêmement résolue et rigoureuse dans le contrôle de l'ensemble des dispositifs budgétaires du département. Qui souhaite intervenir? Nicolas Sauvé. Je vais essayer de le faire rapidement. D'abord, j'ai pris plusieurs notes, des petits points tout à fait épars. Moi, je tiens à vous dire, Monsieur le Président, moi je ne considère pas que l'endettement soit en soi un problème. C'est-à-dire que je considère qu'il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Si vous nous annoncez augmenter l'endettement pour fibrer le département, ce qui est un axe fort de la compétitivité, entre guillemets, territoriale de Lyon, moi je ne vois aucun problème à ce qu'on augmente l'endettement. Voilà, je le dis très posément. Sur les mutualisations, Monsieur le Président, je vous rassure, ça y est, je vous donne l'exemple qui est le nôtre, à Joigny, ça y est, l'ensemble des services entre la ville et l'Interco sont mutualisés, de la direction générale à la direction des ressources humaines et financières, donc on le fait. Et ça nous a fait faire des grosses économies. Donc je le redis, ce sera certainement un axe de travail fort de Madame Capitain. On a des choses à faire, y compris avec les départements voisins, dont vous êtes proches, y compris politiquement. Il y a des choses que je ne peux pas laisser dire à mon aimable et auguste collègue de Migène, l'une des plus belles villes de Lyon après Joigny évidemment, c'est notamment qu'il n'y a pas eu de concertation sur les fonds européens et les CPR. Alors pardon, mais il y a eu 6 réunions à Dijon sur l'utilisation des fonds européens. 6. Monsieur le Président, vous n'étiez pas président de la communauté de communes à l'époque, il y en a eu 6. Sur 5 d'entre elles, j'y suis allé à 5, 4 fois j'ai été le seul élu de Lyon, tout en n'étant pas conseiller général, le seul élu de Lyon. J'ai vu une fois Monsieur Pirement, d'accord? Et je voyais les 3 présidents de département Côte d'Or, Nièvre et Saône-et-Loire qui étaient en train de se partager le gâteau, alors que Lyon n'était pas... Je vous renvoie à mon Facebook, je n'ai pas arrêté de dénoncer, remontez-le, vous verrez que je dis vrai. Deuxième chose, sur le CPER, deuxième chose sur sur les fonds européens et sur le CPER. Sur le CPER, il y a eu une réunion de concertation, plusieurs même, menée par la région en préfecture de Lyon. Monsieur Boucher, vous n'y étiez pas, mais je ne peux pas vous laisser dire que le CPER n'a pas été négocié, concerté. On est même une des seules régions de France où cela a été fait comme cela sur 2 ans de concertation. Donc moi, j'y connais que dalle au sujet de l'électrification. C'est pas mon sujet, mais en tout cas, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Par contre, sur le sujet de la concertation, on ne peut quand même pas raconter n'importe quoi. Sur la non-compensation des prestations, Monsieur Boucher, permettez-moi quand même si je ne me laisserai jamais enfermer dans le rôle que vous voulez me donner, c'est-à-dire en gros représentant dans cet hémicycle pour les quelques mois qui restent de la politique gouvernementale, certainement pas, ce n'est pas mon rôle, je n'ai pas été élu pour ça. Je vous rappellerai quand même que j'aime beaucoup votre virage sur l'aile sur ce genre de sujet. Et il y a un article que j'ai découpé, que j'ai encore dans mon bureau à la communauté de communes, c'est un grand élan d'honnêteté, un aveu incroyable de M. Drouin, il y a quelques années, 2 ans, lorsqu'il présentait le budget, si ça arrive même à M. Drouin, quand il présentait le budget et quand il a dit « oui, on a fait une erreur ». Les compensations de l'État, on aurait dû les demander dans ce département dès 2002. Voilà. Et je vous laisse imaginer pourquoi entre 2002 et 2012, jamais le département de Lyon n'a demandé à l'État de compenser ce qu'il ne lui donnait plus. C'était beaucoup plus facile, manifestement, de commencer à gueuler à partir de 2012 quand on avait changé de majorité. Voilà, ça s'appelle de la petite politique, Monsieur Boucher. Et moi, j'étais content de lire que Alain Drouin reconnaissait que oui, ils auraient dû, dès 2002, demander la compensation à l'État, comme d'autres l'ont fait, y compris en Saône-et-Loire, par exemple. Autre chose, sur les transports, Monsieur le Président, puisque vous m'avez interpellé là-dessus. Simplement vous dire que moi, je suis élu d'une ville qui, en 2008, avait des transports scolaires payants. Et que durant toute la campagne des élections municipales de 2008, M. Auberger, fort de son autorité sur les finances publiques, expliquait à la population que la proposition Morin-Soré était tout à fait hors norme. Voilà. On a fait 200 000 € d'économie sur le budget de fonctionnement la seule première année de 2008, avec, en serrant le bras de nos fournisseurs, etc. Ces 200 000 € nous ont permis de rendre gratuits les transports scolaires dans la ville de Joigny. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi je ne vais pas vous donner de réponse, parce que je vois bien le piège que vous me tendez, mais après 14 jours de mandat, vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de faire le tour de l'ensemble des services, de l'ensemble du département, ce que j'aurai plaisir à faire pour vous aider à aller traquer les économies possibles, mais je doute qu'il n'y en ait pas, néanmoins.
Et par ailleurs, il y a un chiffre que vous ne donnez jamais. Aujourd'hui, sans même avoir mis en place le quotient familial, combien ça coûte au département, en termes de ressources humaines, la perception de ce paiement du transport? J'aimerais avoir le chiffre. Combien de fonctionnaires sont affectés à cela? Dernière chose, sur le quotient familial, certes, il y aura des coûts, mais nous percevrons la même somme, sauf que c'est un problème de répartition sur les familles que je vous demande d'étudier. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ça, si ce n'est pour me dire que ça coûterait cher. Voilà. Regardons combien de fonctionnaires en plus. Et puis, toute dernière chose, et vraiment je m'en arrête là, avant un conseil plutôt sous forme de clin d'œil. On a bien identifié quel avait été votre problème. Et on a bien identifié que le problème existait réellement. Quand, à la fin du mois de juin, vous disiez à toutes les familles, inscrivez votre enfant, de toute façon c'est gratuit, donc potentiellement inscrivez-le. C'est comme ça que les familles raisonnaient. Ça coûte rien de l'inscrire, alors on va l'inscrire. Et le boulot, il a été fait. Même si j'ai une nuance, quand vous dites qu'il y a 17% d'utilisateurs en moins, c'était ceux qui s'inscrivaient sans temps. Non, monsieur le Président. Moi, je peux vous donner des noms, des numéros de téléphone de familles qui sont dans ces 17%. Parce qu'elles ne peuvent pas payer, monsieur le Président. Et pas simplement parce qu'elles s'étaient inscrites en prévision potentiellement qu'ils pourraient le faire. Bon, ça c'est la première nuance. Mais maintenant que le boulot est fait, et qu'on sait globalement qu'il y a 17% de jeunes qui en fait s'inscrivaient sans utiliser ces transports, vous avez donc reconfiguré, comme nous l'avions fait nous-mêmes à Joigny en 2008, vous avez reconfiguré les bus. Donc, le boulot a été fait. Donc ça coûte de toute façon moins cher. Voilà. Ça coûtera moins cher. Alors donc, c'est pas 3 millions d'euros qu'il faut trouver. Moi, j'ai jamais compris. J'étais pas dans cette assemblée à l'époque, je regardais ça en spectateur de moi, mais comme vous, je rencontre mes concitoyens. Je n'ai jamais compris que ce travail-là, de dire aux familles, à un mois après la rentrée, Monsieur X, manifestement, votre enfant s'est inscrit, vous avez inscrit votre enfant. Enfin, les pointages montrent qu'il ne l'a jamais pris. Donc je considère que, manifestement, sauf parce que vous nous apportiez la preuve qu'il a été malade tout le mois et que donc il pouvait venir, vous n'en avez pas besoin. On aurait pu, sur cette base-là, reconfigurer les réseaux, les bus et les tailles des véhicules. On aurait pu la faire, cette économie-là. Donc, ça coûte aujourd'hui 1 million d'euros, ça coûtera moins. Dernière chose, peut-être qu'un jour vous nous remercierez, puisque à Joigny, nous avons organisé la concurrence sur les transports publics dans ce département, sur les réseaux de transport, puisque nous avons fait venir à Joigny un concurrent de l'entreprise qui, depuis des années, a les marchés du conseil départemental. Vous savez comment ça se passe. Personne n'est naïf sur les transporteurs de Lyon. Il y en a un qui répond. Si n'importe quel autre ose répondre contre celui-là, ah non mais monsieur, écoutez, monsieur Boucher, je vous ferai... Monsieur Boucher, j'ai plusieurs entreprises de transport sur mon territoire. Je sais comment ça se passe. Non mais, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les autres entreprises privées, que l'entreprise plénipotentiaire du département, n'osent pas répondre aux appels d'offres du département, parce que comme elles vivent de la sous-traitance de cette entreprise-là, elles n'osent pas répondre. Et que nous avons fait venir un concurrent qui, lui, n'a pas peur du gros. Voilà. Donc j'espère qu'il va répondre, je l'encourage en tout cas, à répondre à l'appel d'offres du département, parce que je pense qu'on a aussi des choses à gagner. Moi, je pense qu'il faut organiser la concurrence quand elle n'existe pas. Vous voyez, pour un homme de gauche. Et puis, dernier petit truc, ça c'est le clin d'œil. Vous priez Marie-Madeleine tous les matins. Moi, j'ai plutôt, je vous invite à me rejoindre et plutôt préférer Sainte Rita. Vous savez, Sainte Rita, la patronne des pêcheurs et des causes désespérées. Parce que vu où on en est, je pense que ça portera plutôt... Voilà, c'était le petit clin d'œil, monsieur le Président. Marie-Madeleine, t'as coupé le micro. Sur les causes désespérées, nos services, et ce ne sont pas ceux des transports scolaires, ont été attentifs à toutes les situations sur lesquelles leur attention a été attirée en matière de difficultés de prise en charge ou de dépenses nouvelles. Et c'est vrai que 90, 100 ou 120 euros multipliés par 1, 2 ou 3, ça peut, sur un budget extrêmement contraint d'une famille qui a des difficultés, poser de vraies difficultés. Mais toutes les situations sur lesquelles notre attention a été attirée ont été réglées. Alors que des gens ne se soient pas inscrits a priori sans faire la démarche d'une prise en compte éventuelle par nos services, ça peut arriver. Mais vous savez, on constate plus souvent quand même des demandes qui nous viennent de gens qui ont des difficultés. Et je veux saluer d'ailleurs le travail de nos services sociaux, de nos unités territoriales, qui sont très à l'écoute de toutes les situations. Donc de ce point de vue-là, il y a eu, en tout cas,
une note d'adresser à tous les services en leur demandant de veiller à ce que les situations individuelles fassent l'objet de prise en compte individuelle, circonstanciée et efficace. Donc, de ce point de vue-là, il y a sans doute des loupés et des gens qui sont restés en dehors. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus pousser le trait trop loin. Je veux parler des aides aux familles les plus démunies de notre département à travers une allocation qui s'appelle l'allocation de rentrée scolaire, qui a fait l'objet de revalorisation conséquente, puisque celle-ci, dans le cadre de quotient qui autorise sa perception, était de l'ordre, il y a peu d'années, de 150 € par an et par enfant, et elle est aujourd'hui de l'ordre de 400 €. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une revalorisation conséquente, significative, en période de rentrée scolaire pour les familles les plus nécessiteuses. C'est de l'argent public tout ça, hein, qu'ils viennent de l'État, du département ou d'ailleurs, c'est de l'argent public. Donc de ce point de vue-là, des dispositifs ont été mis en place qui concourent à ce que ceux de nos concitoyens qui ont le plus de difficultés ne soient pas laissés sur le bord du chemin. Ça, de ce point de vue-là, c'est le travail du département et nous nous y employons. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en réponse. Alors, sur l'économie générée par la reconfiguration des transports, du fait du redimensionnement a permis d'absorber le surcoût qui résulte de ces transports, et c'est 1,5 million. Hein. Mais on a eu affaire très régulièrement sur des secteurs concurrentiels à des entreprises qui viennent de l'extérieur. Alors ça stimule sans doute, mais lorsqu'on constate que ces entreprises qui viennent parfois de loin sont défaillantes et que les gamins ne sont pas ramassés le matin parce que l'entreprise en question qui vient de loin, elle n'a pas prévu ni le véhicule qui est en panne, ni surtout le chauffeur en remplacement de ce véhicule, et qu'on fait appel à des entreprises qui sont sur le terrain départemental et qui, elles, n'ont pas eu le marché parce qu'elles ont été écartées par le jeu de l'appel d'offres, et que ces gens-là viennent en secours pour apporter leur contribution, c'est très souvent qu'on assiste à cela. Monsieur le Président, si le bus n'a pas été prévu de remplacement, c'est qu'il y a un problème dans le marché initial. Ou alors il ne respecte pas le marché. Non, il y a tous les engagements dans le marché, sauf qu'à l'arrivée, ça ne marche pas comme ça. Hein, voilà, donc il faut faire très attention parce qu'après on a les familles sur le dos, on a les gamins au bord des routes, etc. Donc il faut prendre en compte dans ce domaine-là, sans doute la dimension financière, c'est notre objectif, mais sans doute aussi la qualité du service. Et la qualité du service de transport et le fait que des entreprises du département qui salarient des gens dans le département puissent avoir des marchés dans des conditions qui respectent le niveau de la concurrence, eh bien, me paraissent aussi, vous savez, quand des entreprises viennent me dire, pas dans le secteur des transports, dans le secteur du bâtiment, viennent me dire, nous souscrivons à des appels d'offres dans un département voisin que je ne citerai pas. Nous sommes systématiquement écartés au bénéfice d'entreprises locales de ce département. Voilà, c'est comme ça. Il y a une préférence nationale, il y a une préférence territoriale, il y a une préférence départementale qui s'exerce parce que les responsables locaux savent bien que derrière les entreprises, il y a des emplois et que si à un moment donné, il n'y a pas quelques clauses dans les marchés qui permettent à ces entreprises de conserver le bénéfice du travail, eh bien on prend des risques pour les entreprises qui sont sur notre territoire. Donc voilà, oui à la concurrence, mais attention à ne pas tomber dans des règles effectivement extrêmement libérales et dans le jeu du libéralisme. Je vois que vous êtes en train de rivaliser, mon cher collègue. Je finis par comprendre au bout de ces quelques heures de débat que j'ai l'impression d'être pris sur ma gauche. Donc je vais essayer de me repositionner, Monsieur le Président. Très bien, mais continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ça c'est le pèlerinage, quand on est à réserve, on habite au pèlerinage. Vous savez, la définition du pèlerinage, mon cher collègue, je vous invite à le faire. Vous avancez le pied droit ou le pied gauche, c'est comme vous voulez. D'un pas, et puis ensuite vous avancez l'autre pied, et puis vous recommencez avec le pied, et vous ne vous arrêtez pas. C'est un moment que j'ai appris ça. C'est ça le pèlerinage, voilà. Je voulais vous dire qu'en matière de transport scolaire, on a eu affaire à un sacré coup quand même. Ça a été 1,8 million d'un seul coup. C'est les surcoûts des transports scolaires dus à la réforme des rythmes scolaires. On ne s'y attendait pas, c'est bien une décision qui vient de l'État. Elle est sans doute légitime, c'est pas une critique par rapport au rythme scolaire, hein, entendons-nous bien. Là-dessus, chacun peut avoir sa philosophie. Mais on n'a pas demandé au département si le 1,8 million en plus, en année pleine, était supportable. On n'a pas demandé pour ça. Ça a été un exercice imposé. Voilà. Etc. Donc, voilà, j'attends vos propositions. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur le Président. Oui, vous évoquiez en préambule en effet une année charnière en 2015, dont ça je le concède, effectivement, c'est une année qui va être compliquée. Mais en termes de construction de budget,
il est quand même difficile d'élaborer, vous l'avez cité, ce budget sans avoir connaissance des compétences de notre Assemblée. Donc je rejoins un petit peu François Boucher. Est-ce qu'il ne faut pas mieux prendre un petit peu le temps, qu'on ait des orientations au niveau de nos compétences, pour axer véritablement des priorités? Parce que mon sentiment, et je vous le dis tout de go, c'est effectivement un sentiment, et c'est historique, hein, pas de saupoudrage, on intervient sur de nombreuses politiques, et des bonnes politiques, mais on était arrivé à un moment de notre histoire où il faut vraiment clairement taper dans le but et avoir une priorité pour notre intervention. Je sais que c'est douloureux, vous l'avez évoqué, que ce soit pour l'idéal, mais on a un tel niveau d'exaspération de nos concitoyens qu'il faut vraiment bien définir les choses entre l'intervention de la commune, de l'interco, du département, de la région, et vraiment édicter des priorités. Parce qu'on va encore bâtir un budget, on va satisfaire les uns et les autres, mais je ne suis pas sûr que nos concitoyens attendent ça. Quelles sont les grandes priorités pour nos territoires, pour notre département de Lyon? Et je pense qu'il faut réellement prendre vous en avez bien conscience, bien évidemment, mais en ce moment c'est très compliqué sur nos territoires. Je vous parle en tant que maire, il y a une attente très forte de nos habitants, et vraiment priorisons. N'hésitons pas, je sais que c'est douloureux, mais c'est aussi notre rôle de prendre des décisions qui sont douloureuses pour les années qui vont arriver. Donc quand j'entends parler effectivement du haut débit, de la santé, de l'emploi, allons-y et dictons 3-4 priorités et fonçons tout en étant patients, en attendant effectivement ces compétences qui vont être redéfinies au niveau du gouvernement, région, etc. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, prioriser sur des investissements lourds, ne pas avoir peur d'investir. J'ai pas peur de la dette non plus, même si c'est un peu compliqué. Et je ne suis pas sûr que l'augmentation des impôts soit également une bonne chose. Le département a peut-être des actifs à céder. Vous avez évoqué cette crise, qui est un travail qui est fait actuellement. Mais investissons, redonnons un peu d'espoir à nos entreprises et priorisons. Voilà. Bien. Je veux dire à Grégory Dort, et je l'ai déjà dit en privé, je vais le dire publiquement, puisque François Boucher l'a évoqué tout à l'heure, que dans nos compétences, d'abord, heureusement qu'on n'a pas voté le budget au mois de décembre. Ce qui aurait été pire au regard de l'évolution des textes qui ne sont pas aboutis. Les routes vont vraisemblablement rester à la charge du département. Et avec les routes, 1000 ouvrages d'art. Et parmi ceux-ci, 2 en particulier qui nous occupent. Le pont de Cézy, qui est un bel ouvrage, fragilisé en tout cas, et qui a fait que son alter ego, à Sully-sur-Loire, est tombé dans le lit de la rivière, si on y avait pris. Et ce qui pouvait arriver en tout cas à Cézy. Donc on a pris des dispositions conservatoires pour éviter un incident majeur. Mais le retrait en matière de dotation de l'État, c'est le financement en totalité des 2 opérations, celle de Cézy et Pont-sur-Yonne. Le pont, dit le pont d'œuvre de Pont-sur-Yonne, si on n'avait pas eu ce retrait de dotation, on faisait sur un seul exercice ces 2 ouvrages. On ne sait pas le faire aujourd'hui. Donc vous voyez que ça a des conséquences. On peut affecter, on va pas se livrer à ce jeu, mais on peut affecter en tout cas un certain nombre de baisses de recettes à des opérations qu'on aurait pu financer immédiatement, ou un certain nombre de hausses de dépenses qui nous empêcheront aussi, et ça sera de toute façon la combinaison de tout ça, affecté à ce que vous voulez, qui permettront d'aborder l'exercice budgétaire. Un sujet qui va apparaître dans la presse départementale dans quelques jours, semble-t-il, c'est les mineurs étrangers isolés, puisque hier a été récupéré, hélas, à Auxerre, un jeune mineur en provenance d'Inde, semble-t-il, sans papier, parlant pas le français, etc., confié d'abord au commissariat d'Auxerre et puis ensuite à une association de protection de l'enfance au sud du département. C'est le sujet que nous avons à gérer quotidiennement. Je l'évoquais dans mon propos tout à l'heure, celui des mineurs étrangers isolés. C'est un sujet qui, a priori, dépasse les compétences du département de Lyon, même si on est dans le cadre d'une convention nationale et internationale avec les accords de Genève, qui, sur l'immigration, voulu juguler, raisonner, contrôler, attire sur notre pays et dans nos départements respectifs un certain nombre de ressortissants d'autres pays du monde entier, d'autres continents. Il faut savoir que Lyon est très directement, par sa position géographique, confronté à ce problème qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution. On est dans la dimension humaine et ces garçons, ces filles, ces mineurs sont dans la misère. Vous imaginez quel est le cheminement de ce jeune ado qui vient du bout du monde et qui arrive dans un département dont il n'a jamais entendu parler, avec une langue qu'il ne connaît pas, quel est son avenir, mais sans doute a été mis dans une filière clandestine. Sans doute ses parents ont-ils voulu lui
lui assurer une vie meilleure vers un continent qui lui offrirait indéniablement de meilleures conditions d'intégration pour l'exercice de sa vie entière, le citoyen. Mais voilà, ce sont des sujets qui très vite sont en perspective avec d'autres contraintes qui sont, hélas, passer de l'humain au comptable, au financier, c'est un exercice difficile et qu'il faut faire avec beaucoup de pudeur. Hein, je le dis donc avec cette précaution oratoire, mais notre département, sachez-le, est confronté quotidiennement à ce phénomène. Donc tout cela, il faut le prendre en compte. Le numérique, alors on va en parler beaucoup du numérique. On a taxé le département de Lyon d'être très en retard. Un mauvais procès. C'est un mauvais procès parce que d'autres départements bourguignons qui paraissaient être plus en avance ont investi des dizaines de millions d'euros, je ne peux pas les citer pour ne pas leur faire outrage, et en vertu de la non-ingérence sur des affaires autres que celles de notre département, je me garderais bien d'aller sur ce terrain-là, mais je dis que heureusement, on n'est pas allé sur ces terrains-là. Hein, de mettre en place des réseaux passifs qui ne sont pas sollicités par les opérateurs, c'est la pire des choses. Il faut recommencer le boulot, et recommencer le boulot, c'est refinancer des opérations à même hauteur. Moi, quand je lis dans la presse que Orange, indépendamment de ce qu'a dit François Boucher, et il a raison, va s'occuper en matière de déploiement de la fibre optique des territoires où le retour sur investissement va être beaucoup plus facile parce que la densité de population, effectivement, permet à ces populations, à ces entreprises, à cette entreprise, eh bien, d'avoir la possibilité à très court terme d'un certain nombre d'abonnements qui vont venir rentabiliser ces investissements. Mais effectivement, comment sont prises en compte les populations rurales de nos territoires dans ce cadre-là? Elles ne sont pas prises en compte. Et lorsqu'on lit dans la presse, j'y viens, qu'un beau département français, au-delà des hémisphères, la Réunion, fait l'objet du déploiement de la fibre optique à hauteur de 80-85% de l'ensemble de sa population par l'entreprise en question. Moi, je demande à cette entreprise d'en faire autant en Lyon. Et j'ai adressé un courrier dans ce sens aux dirigeants de l'entreprise pour leur dire « Et Lyon, on attend que sur Lyon, vous investissiez 80% des populations en matière de déploiement de fibre optique. Et qu'on ne soit pas obligé, sur un sujet qui ne relève pas de notre compétence, comme l'électrification de Serre-la-Roche, eh bien, de mettre, y compris par emprunt, je l'ai entendu, mobiliser un grand emprunt pour fibrer le département. Mais attendez, on va multiplier par 2 l'emprunt du département, 220 millions, peut-être qu'on va passer de 245 à 460 millions. Lançons pas le débat, on y reviendra, parce que non, mais attendez. Il y a plein de choses à dire. Non, mais attendez, je le dis quand même, c'est un besoin, c'est une expression sociale de nos concitoyens, mais face aujourd'hui à des logiques d'entreprise, eh bien, on laisse face à l'avancée de des solutions, eh bien, la collectivité départementale, parce qu'elle est sans doute à taille, je le disais tout à l'heure, à taille significative pour porter ces sujets à l'échelon d'un territoire géographique qui est celui du département, pour porter un sujet comme celui-là. Mais le département ne pourra pas le faire seul. Il le fait d'abord en dehors de ses compétences, mais il le fera. Il ne le fera pas seul, il le fera avec l'État, la région et les intercos. Moi, j'entends aujourd'hui des responsables d'intercos qui me disent c'est pas trop notre truc, le numérique. C'est plutôt au département. Ben non, c'est pas plus au département qu'aux intercos. Et c'est bien un travail collectif qui doit être conduit. Et si ce n'est pas à ce prix que nous conduisons ce dossier, dans le respect des équilibres de chacun et des décisions de chacun, eh bien nous n'avancerons pas. Donc en tout cas, notre décision en matière de numérique, c'est d'avancer sur ce sujet, mais d'avancer de manière mesurée et mutualisée et conjointe. Voilà. Mais je n'ai pas le sentiment d'être très en retard là-dessus. Donc, vous savez, on me disait en 4G, on était brocardé pour la 4G, et bientôt on va passer de l'autre côté de la barrière. Donc à un moment donné, la photo... Sauf que là, c'est la faute privée qui le fait. Ouais, mais ça fait rien, je le dis quand même, parce que... Non mais, comprenne qui voudra, c'est la poule qui chante la première, qui a pondu l'œuf, c'est bien connu, mais je veux dire que quand on nous brocarde en disant que Lyon est très en retard, ou Lyon est dernier de la classe, eh ben, c'est que la photo est prise au mauvais moment, parce qu'il se trouve que quand on prend la photo quelques semaines ou quelques mois plus tard, on a un autre paysage devant nous, et c'est sans doute l'avènement du printemps. Voilà. Gageons qu'on fasse la même chose sur l'avenir de M.